un soldat perse survécut à Platée. Il fut découvert 3 jours après la bataille, errant dans les marécages de l'Assopos, sans armes ni armure. Il était l'un des quelques 300 survivants d'une armée qui comptait des centaines de milliers d'hommes. Il ne parla jamais de ce qu'il avait vu dans ce campement. Son nom ne figure dans aucun registre. Les Grecs ne prirent pas la peine de le consigner. Ce détail, cette omission, dit tout de ce qui se produisit à Platée. Vous connaissez l'histoire des 300 Spartiates qui défendirent un col et périrent jusqu'au dernier. Vous avez vu les statues, entendu les discours. Reviens avec ton bouclier. Ou dessus, les portes chaudes, Léonidas. Le sacrifice suprême. Ce que l'on omet de vous dire, c'est la suite. Car voici la véritable histoire. 11 mois après les Thermopyles, les Spartiates revinrent. Non pas 300, mais 10 000. Et ils ne venaient pas pour une mort glorieuse. Ils venaient solder une dette dans une monnaie que l'Empire perse n'avait jamais connue. La bataille de Platée, à l'été 479 avant notre ère, laissa tant de cadavres perses que les sources antiques décrivent les champs comme étant impraticables pendant des jours. Pourtant, quasiment personne n'en parle. Les Thermopyles ont un film, des statues, une postérité culturelle qui s'étend sur 2500 ans. Platée obtient un paragraphe dans la plupart des livres d'histoire, parfois moins. Il y a une raison à cela. Les civilisations conservent ce qu'elles souhaitent, garder en mémoire. Les Grecs ont voulu se souvenir du sacrifice, de cette défaite qui ressemblait à de la noblesse. Ils ont été plus lents à célébrer la partie, ils remportèrent une victoire totale, écrasante, avec une précision qui rendit l'Empire perse incapable de lancer une autre invasion de la Grèce continentale pour le restant de son existence. Si vous suivez cette chaîne sans y être encore abonné, cette vidéo vous fera regretter d'avoir attendu. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche dès maintenant. Régulièrement, nous sortons des histoires comme celle-ci, des notes de bas de page, des chapitres que les historiens ont épurés, omis ou jugés indignes d'être mémorisés. Vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Revenons maintenant à Platée et à l'épisode qui va changer complètement votre vision des Thermopyles. Nous allons décortiquer ce récit. Pas la version des Grecs en héros et des Perses en scélérats. La version réelle, celle avec la boue, la faim, des commandants en désaccord sur tout, et une unique pierre lancée à l'instant crucial qui a changé le cours de la civilisation occidentale. Commençons là où la légende s'arrête et la réalité commence. 3 jours après les Thermopyles, Xerxès arpentait le champ de bataille. Il découvrit le corps de Léonidas parmi les morts grecs. Hérodote nous rapporte la suite des événements. Xerxès ordonna que la tête soit coupée et plantée sur un pieu. Le corps fut crucifié. Gardez cette image à l'esprit un instant, non pour son horreur, mais pour ce qu'elle révèle de l'état mental de Xerxès. Les souverains perses n'avaient pas coutume de profaner les chefs ennemis. Cyrus le Grand avait exigé des sépultures honorables pour ses opposants. Darius Ier en avait fait. De même, mutiler le corps d'un roi déchu n'était pas dans les coutumes perses. C'était une affaire personnelle. Léonidas et ses 300 hommes coûtèrent à Xerxès entre 10 000 et 20 000 hommes. Les chiffres des sources antiques divergent, mais même les plus basses estimations sont colossales pour tenir un col qui aurait dû tomber en quelques heures. Ce retard permit à la flotte grecque de manœuvrer à l'Artémision. Il offrit à Athènes le temps d'évacuer. Il avait, d'une façon que Xerxès ne pouvait entièrement, mesurer, modifier la structure de la guerre entière. La profanation du corps répondait à cette humiliation. C'était aussi un message adressé à chaque cité-État grec qui observait encore, indécise. Voilà ce qu'il en coûte de résister. Le message fut reçu, mais pas de la manière escomptée par Xerxès. La priva, armée perse, déferla vers le sud. Athènes, déjà évacuée sur conseil de Thémistocle, le commandant athénien fut occupé en quelques semaines. Les temples de l'Acropole, le prédécesseur du Parthénon, les trésors, les enceintes sacrées d'Athéna furent entièrement rasés par le feu. Il ne s'agissait pas d'un pillage accidentel. Les commandants perses ordonnèrent la destruction systématique des lieux sacrés. Par principe, c'était l'équivalent antique de l'anéantissement de l'identité d'une nation. La cité matérielle n'était que cendre. Mais il se produit quelque chose quand on incendie une ville dont la population vivante observe depuis les navires dans le bail. Port. Leur volonté n'est pas détruite, elle est galvanisée. Voici ce que la plupart des documentaires ignorent. L'alliance grecque faillit se dissoudre entièrement après les Thermopyles. Sparte et ses alliés péloponnésiens avaient un projet,
bâtir un mur en travers de l'isthme de Corinthe, le fortifier et laisser aux Perses tout ce qui se trouvait au nord de cette Rosien, ligne, Athènes comprise, pour ne défendre que le Péloponnèse. La vision spartiate était stratégiquement tenable. L'isthme était étroit. Les Spartiates possédaient la meilleure force terrestre au monde et pouvaient tenir la position sans limite de temps. Les Athéniens, réfugiés sur leur flotte sans port d'attache, avaient une autre perspective sur ce projet. Thémistocle délivra un ultimatum que les sources anciennes qualifient de stupéfiant par sa nature directe. Si Sparte et la Ligue du Péloponnèse refusaient de combattre pour la Grèce continentale, Athènes ferait voile avec sa flotte entière, la plus grande du monde grec, vers l'ouest jusqu'en Sicile. Ils y fonderaient une nouvelle cité et partiraient. Et privés de la flotte athénienne, la marine perse pourrait simplement contourner le mur pour débarquer des troupes où bon lui semblerait dans le Péloponnèse. L'alliance ne fut pas rompue, mais cet échange révèle la complexité de la situation à laquelle Pausanias fut confronté en prenant le commandement. Une coalition soudée tout autant par la menace commune que par un but partagé. Le chiffre à garder en tête n'est pas 300. Le chiffre est 5000. 5000 Spartiatés, des citoyens soldats spartiates de plein droit, marchèrent au nord vers Platée. Ce n'était pas une force d'apparat. C'était la mobilisation de la quasi-totalité, la classe guerrière de Sparte. Un événement sans précédent dans les annales spartiates. Jamais Sparte n'avait engagé autant de ses meilleurs soldats dans une unique campagne. Hors de ses frontières, quelle est l'importance de ce fait? Pour saisir ce que 5000 Spartiates représentaient, il faut comprendre ce qu'un Spartiate était. Un garçon de Sparte intégrait l'agogé, le système éducatif d'État, dès l'âge de 7 ans. Il quittait son foyer, dormait en caserne et apprenait à endurer la douleur, les privations, le froid et un inconfort constant comme condition de vie normale. Durant 13 ans, il apprenait le combat, le mouvement en formation et à tenir un mur de bouclier face à une pression qui ferait céder et fuir la plupart des hommes. L'agogé connaissait un taux d'abandon. Les garçons qui échouaient devenaient des périèques, des lacédémoniens libres qui combattaient aux côtés des Spartiates sans en être. Les garçons qui allaient au bout du processus devenaient une chose que le monde antique considérait comme une catégorie outre les soldats réguliers. Chacun de ces 5000 hoplites était flanqué d'environ 7 ilotes, des travailleurs agricoles qui servaient comme infanterie légère et de soutien. Des estimations prudentes placent le contingent laconien total à Platée aux alentours de 40 000 personnes. S'y ajoutaient 8 000 hoplites athéniens et 5 000 corinthiens. Des contingents de Thégée, Mégare, Phlyonte, Trésène, Hermione, Épidore, Ornéa, Sicyone et de douzaines de cités plus petites. État. La Ligue hellénique à Platée, selon le décompte d'Hérodote, comptait entre 80 000 et 110 000 hommes. Le commandant de cette force était Pausanias. Il n'était pas roi. C'était un régent qui gouvernait au nom du jeune fils de Léonidas, Pléistarque, trop jeune pour commander. Son oncle était mort au Thermopyle, une lance dans le corps et sa tête sur un pieu, quelque part dans un camp perse. Les sources antiques nous disent très peu de la vie intérieure de Pausanias. À cette époque, ce que nous avons, ce sont ses décisions, et celles-ci nous indiquent qu'il opérait sous une pression d'un genre spécifique, sans équivalent moderne. Il était chargé de venger un roi mort, de gérer une coalition de cités divisées et de vaincre la plus grande armée jamais rassemblée dans le monde occidental. Tout cela simultanément. Il mena ses troupes vers le nord jusqu'au contrefort du mont Cithéron, près de la petite ville béotienne de Platée, et prit position sur un terrain élevé et accidenté. De l'autre côté du fleuve Assope, dans les plaines en contrebas, Mardonios attendait. Mardonios n'était pas un insensé, c'était un commandant expérimenté qui avait servi Darius Ier, survécu à une tempête catastrophique au large du mont Athos qui détruisit 300 navires sous sa surveillance et avait rebâti sa carrière. Il était lié à la famille royale par le sang et le mariage. Il avait soutenu cette campagne avec insistance. Certaines sources antiques suggèrent qu'elle fut, en grande partie, son idée. Mais Mardonios avait un problème qu'aucune compétence tactique ne pouvait résoudre. Il disposait d'une armée extrêmement efficace en terrain plat et découvert. Sa cavalerie, composée de Bactriens, Perses et Thessaliens, était peu être la meilleure au monde. Son infanterie perse, en particulier les immortels, comptait parmi les soldats les plus disciplinés qui soient. Mais les Grecs avaient choisi les collines et Mardonios ne pouvait les en faire descendre. Ainsi, pendant 11 jours, rien de décisif.
ne se produisit. 11 jours, ce n'est pas un détail dramatique, c'est la réalité de la guerre antique. 2 armées massives se regardant fixement, de part et d'autre d'une rivière, attendant que l'autre commette une erreur. Ce que nous allons examiner est la séquence d'événements qui a transformé cette impasse la journée la plus sanglante des guerres médiques. Et cela ne commence pas par une charge ou un cri de guerre, mais par un approvisionnement en eau. Car ce qui a rompu l'impasse à Platée fut la soif. Suivez-moi. La position grecque près du Cithéron avait une vulnérabilité majeure. Une unique source nommée la Gargaphie qui fournissait de l'eau à toute l'armée. Mardonios le savait. Sa cavalerie commença un harcèlement systématique des lignes de ravitaillement grecques, interceptant les convois, qui passaient par les cols montagneux, incendiant la nourriture, souillant les plus petites sources d'eau. Ce n'était pas une manœuvre de champ de bataille, mais de l'attrition. Il essayait d'affamer et de déshydrater une armée de plus de 80 000 personnes pour la forcer à abandonner sa position. Et cela fonctionnait. Le commandant de cavalerie qui mena nombre de ces raids se nommait Massistios, décrit par Hérodote comme l'homme le plus admiré de l'armée perse, physiquement énorme, portant une cuirasse à écailles d'or, sous ses vêtements d'extérieur. Lors d'un engagement près des lignes grecques, son cheval fut frappé par une flèche et le jeta à terre. Massistios atterrit et fut encerclé par des Athéniens. Ils ne purent le tuer au début. L'armure à écailles d'or déviait tout. Ce n'est que lorsque quelqu'un le poignarda à travers la visière de son casque qu'il s'effondra. Les Grecs firent parader son corps sur un chariot le long de leur ligne. Hérodote dit que ce spectacle eut un effet visible sur le moral. Des soldats quittèrent leur position pour regarder le corps d'un homme qui semblait invincible 48 heures auparavant. Les Perses, en voyant son corps exposé, coupèrent la crinière de leurs chevaux, signe de deuil. Le son du camp perse ce jour-là, selon Hérodote, était celui du chagrin plutôt que de la préparation. Une petite chose, mais ces petites choses s'accumulent. Puis la cavalerie de Mardonios accomplit un acte décisif. Elle trouva la source Gargaphie et la détruisit. Elle fit s'effondrer les berges, y jeta des débris, la rendant inutilisable. Quelques jours plus tard, un convoi de ravitaillement traversant les cols du Cithéron fut intercepté et incendié. 80 000 hommes, sans eau, sans nourriture en approche. Pausanias convoqua un conseil. La résolution issue de ce conseil était la bonne décision stratégique et se transforma presque en désastre catastrophique. Simultanément, ils effectueraient une retraite nocturne vers une position secondaire plus proche de Platée même, qui avait un meilleur accès à l'eau. L'armée se déplacerait en 3 colonnes, Spartiates et Tégiates à droite, Athéniens à gauche, le reste des alliés grecs au centre, se repliant vers la ville. Les mouvements de nuit avec des armées de cette taille dans le monde antique étaient véritablement dangereux. Il n'y avait pas de communication radio, pas de coordonnées GPS, pas de signaux standardisés au-delà des corps et des torches. Déplacer 80 000 hommes dans l'obscurité en 3 colonnes, séparées sans perdre la cohésion exigeait que chaque commandant, à chaque niveau, fasse exactement ce qu'il était censé faire au moment précis. Ce n'est pas ce qui se passa. Un commandant spartiate refusa. Son nom était Amompharétos, et il commandait un loche, une unité de soldats spartiates. Lorsque l'ordre de retraite arriva, il ramassa une grosse pierre à 2 mains, la laissa tomber aux pieds de Pausanias, et dit, selon Hérodote, que c'était son vote sur la question de la retraite face à l'ennemi. Il ne bougerait pas. S'ensuivit une discussion menée à voix basse dans l'obscurité. Alors que le reste de l'armée commençait déjà à bouger, Pausanias ne pouvait laisser Amompharétos et ses hommes derrière. Abandonner un Spartiate sur un champ de bataille, même un champ de bataille où rien ne se passait, n'était pas une chose que la culture spartiate permettait. Mais chaque minute passée à discuter était une minute de retard pour la retraite, et le plan s'effilochait. La discussion dura presque jusqu'à l'aube. Finalement, Amompharétos se déplaça lentement à l'arrière de la colonne spartiate, montrant clairement par chaque action qu'il considérait cela comme une retraite et enregistrait son mépris, tout en se conformant techniquement à l'ordre. Au moment où Pausanias mit sa force en mouvement, les Athéniens sur la gauche étaient également confus. Ils avaient reçu des signaux contradictoires et attendaient une clarification qui ne venait pas. Le centre allié avait presque terminé son retrait. L'armée grecque, qui devait se replier en une force coordonnée, était désormais dispersée. Le centre, près de Platée, les Athéniens se positionnaient entre les deux,
tandis que les Spartiates et les Tégéates, isolés des autres, achevaient leur descente des hauteurs. De l'autre côté du fleuve, Mardonius disposait d'éclaireurs à cheval qui avaient observé toute la scène. L'aube se leva et Mardonius porta son regard au-delà. De l'Asopos. Le campement grec était partiellement dégarni. Les hauteurs semblaient à moitié désertées. Des formations éparses se déplaçaient dans un désordre apparent. De sa position, ce qu'il observait s'apparentait à une retraite paniquée, une armée se disloquant pour fuir. Il franchit le fleuve. Ce fut l'ultime décision majeure de son existence. La cavalerie perse heurta en premier l'arrière-garde spartiate. C'était l'unité d'Amempharétos, qui progressait encore lentement, comme pour marquer sa position. La colonne spartiate fit halte. Pausanias envoya un messager aux Athéniens, requérant leur aide sur son flanc droit. Les Athéniens se mirent en marche vers les Spartiates et se heurtèrent de plein fouet aux hoplites thébains, qui combattaient pour la Perse et avançaient sur la gauche. Les Athéniens eurent alors leur propre bataille à mener. Les Spartiates se retrouvèrent seuls. Ce qui suivit constitue l'une des séquences les plus documentées, débattues de l'histoire militaire antique, car Hérodote décrit une scène qui, de prime abord, manque de cohérence. Pausanias ordonna à ses hommes de tenir leur position et d'attendre sous la pluie de flèches perses. Il attendait les présages. Plus précisément, il attendait que le sacrifice d'une chèvre produise des signes favorables. Les Tégéates, postés juste à côté des Spartiates, ne purent apparemment maintenir cette posture. Ils subissaient des pertes. Ils s'élancèrent, sans ordre. C'est alors que les présages devinrent favorables et que Pausanias ordonna l'avancée. La phalange spartiate en mouvement est un spectacle que les sources antiques peinent à décrire de manière à retranscrire pleinement ce que l'on ressentait en lui faisant face. Imaginez environ 5000 hommes en formation, compacts, chacun portant un large bouclier circulaire, l'aspi, imbriqué avec celui de son voisin de gauche. Chaque homme est revêtu de bronze. Chacun porte une lance d'environ 7 pieds. La formation compte typiquement 8 rangs de profondeur, ce qui signifie que des hommes poussent par derrière sur chaque point de contact. La formation avance au pas, non en courant. Les phalanges de l'Antiquité ne chargeaient pas à pleine vitesse. Un mur de boucliers ne se maintient pas au galop. Elles progressaient d'un pas régulier, maîtrisé, s'adaptant au terrain tout en conservant l'alignement. Elles marchèrent sur l'infanterie perse. Les soldats perses n'étaient ni mal équipés ou sommairement entraînés. Leur infanterie était dotée de boucliers moins robustes, de lances plus courtes et d'arcs. En race campagne, leur efficacité dépendait de conditions favorables, notamment si leur cavalerie parvenait à couvrir les flancs et si les archers clairsemaient la formation adverse avant l'engagement. La formation à laquelle ils faisaient face était que les volées de flèches n'éclaircissaient pas, car les boucliers se chevauchaient, les hommes étaient en armure et l'unité continuait sa progression malgré les pertes, car les rangs arrière maintenaient une poussée constante. L'infanterie perse, incluant des unités d'immortels de la garde royale, répliqua avec une férocité. Documenté, Hérodote précise qu'ils saisissaient les lances spartiates à main nue pour les briser. Ils ne rompirent pas les rangs pour fuir, ils moururent sur place. Mais ils succombaient. Mardonius, sur un cheval blanc, était entouré de sa garde royale de 1000 hommes, les 1000, et combattait au cœur de la mêlée. C'était une pratique courante dans la culture militaire des souverains perses. Le commandant au plus fort des combats, visible de tous, menant la charge plutôt que de diriger depuis l'arrière. Tant que Mardonius restait visible et en vie, la ligne perse se tenait. Un hoplite spartiate nommé Arimnestos, cité nommément dans les sources, ce qui en soi atteste de l'importance de son acte, repéra le général perse dans le chaos. Il lança une pierre, non une lance, une pierre, ramassée au sol, projetée avec toute la force qu'il put rassembler. Elle frappa Mardonius et le désarçonna. Dans la cohue des combats qui l'entouraient, les hommes de sa garde royale, incapables de l'extraire, Mardonius fut tué. L'effet fut immédiat et manifeste. La ligne perse, qui avait résisté, se désagrégea. Les hommes qui avaient lutté à main nue contre les lances spartiates firent demi-tour et s'enfuirent. La phalange s'engouffra dans l'espace qu'une ligne défensive avait occupé. Sur la gauche, le scénario différait, mais l'issue fut la même. Les Athéniens affrontaient les hoplites, Thébains, des Grecs qui avaient rallié la cause perse. Il ne s'agissait pas d'un déséquilibre d'équipement ou de formation.
C'étaient des hoplites contre des hoplites. La même formation, les mêmes armes. Des hommes qui, dans certains cas, s'étaient entraînés ensemble avant que la guerre ne les divise. Les Thébains cédèrent les premiers. Leurs commandants, issus des grandes familles de Thèbes, engagés auprès des Perses, menèrent la retraite. Les soldats thébains ordinaires, laissés sans direction, leur emboîtèrent le pas. Les Athéniens les pourchassèrent. L'armée perse possédait un camp fortifié sur l'Assopos. Une grande palissade de bois lui avait servi de base d'opération durant toute la campagne. Lorsque la bataille fut perdue, les survivants s'y réfugièrent. Les portes se refermèrent derrière eux. Il y avait des dizaines de milliers d'hommes à l'intérieur de cette enceinte. Ils n'avaient plus de commandant. Mardonius était mort, son corps gisant quelque part sur le champ de bataille. Les commandants en second qui avaient survécu tentaient de tenir une défense sur des murs non conçus pour une telle situation. Les Tégéates atteignirent la palissade en premier, ouvrirent une brèche dans un pan de mur et s'introduisirent à l'intérieur. Les Athéniens suivirent, démolissant des sections des fortifications en bois avec l'efficacité systématique d'hommes qui étudiaient les techniques de siège. Depuis Salamine, puis les Spartiates arrivèrent. La description par Hérodote de ce qui suivit dans le camp est l'un de ces passages où les sources antiques deviennent brièvement silencieuses, d'une manière qui constitue en soi une information. Il donne des estimations de pertes, vagues et extraordinaires, puis passe à autre chose. Les chiffres qu'il cite suggèrent que sur les effectifs perses à Platée, qu'il évalue à 300 000, une exagération presque certaine, mais même un tiers de ce nombre est stupéfiant, quelques 3 000 hommes seulement survécurent. Ce que nous savons avec certitude, c'est que les combats dans le camp ne furent pas une bataille. Ce fut un massacre. Des hommes piégés, sans formation, sans commandement et sans issue. Les Grecs s'infiltraient par de multiples brèches, submergeant l'espace intérieur. Le bois de la palissade brûlait encore en plusieurs endroits quand tout fut terminé. Le pillage d'un camp royal perse fut une expérience sans commune mesure pour les soldats grecs. Mardonius voyageait avec tout l'apparat du luxe royal perse, des tentes aux garnitures d'or et d'argent, des divans, des récipients de stockage, des trésors personnels. Les soldats spartiates qui firent irruption dans ces courts quartiers personnels découvrirent un mobilier et une vaisselle pour lesquels, de leur propre aveu, ils n'avaient aucune référence. Pausanias, selon Plutarque, ordonna. Il fit préparer par les cuisiniers de Mardonius un repas royal perse, puis en fit dresser un autre, spartiate, côte à côte, et montra les deux à ses officiers. Le contraste, aurait-il, est déclaré, expliquait pourquoi la Perse avait fait tant de chemin pour prendre une chose que les Perses ne saisissaient pas. Que cette anecdote soit authentique, enjolivée, le fait même qu'elle soit racontée révèle la manière dont les Grecs percevaient leur découverte. Une abondance si démesurée qu'elle passait pour de la décadence. Le trésor de Platée fut distribué selon la coutume grecque. Un dixième alla au sanctuaire de Delphes, un dixième à Zeus à Olympie. Le surplus fut réparti entre les cités alliées. La part de Sparte en fit, pour un temps, la cité-État la plus riche de la Grèce continentale. Des sources anciennes, comme Hérodote et Diodore de Sicile, avancent une affirmation débattue par les historiens depuis 2 millénaires. Le jour même de la victoire de Platée, la flotte grecque aurait anéanti les restes de la marine perse lors de la bataille du cap Mycale, au large de l'Anatolie. Ceci relève presque certainement de la construction mythologique, car synchroniser une bataille navale en Asie avec une bataille terrestre en Béotie, le même jour et sans communication moderne, défie les probabilités. Mais que les Grecs aient raconté l'histoire ainsi est révélateur. Il leur fallait un dénouement total et simultané, un instant unique où tout bascula, en même temps. D'un point de vue juridique, la guerre ne s'acheva pas à Platée. Des escarmouches se poursuivirent. La Ligue grecque fit campagne en mer Égée pendant des années. La Perse ne reconnut formellement l'indépendance des cités, État grec que bien des décennies plus tard avec la paix de Callias. Mais la Perse n'envoya plus jamais d'armée en Grèce continentale, ni sous le règne de Xerxès, ni sous celui d'aucun roi achéménide qui lui succéda. Cette limite fut tracée dans la boue aux abords de Platée, un matin d'août 479, avant notre ère, quand la pierre lancée par un homme nommé Arimnestos frappa un général du nom de Mardonios et mit fin à l'ultime invasion. Les 300 des Thermopyles tinrent un défilé pendant 3 jours. Les Grecs à Platée sauvèrent une civilisation. La raison pour laquelle l'une de ces histoires a droit au statut et au film
et l'autre, à une note de bas de page, est une question qui mérite réflexion. L'histoire ne retient pas le plus important, elle retient le plus utile. Merci de votre attention. Si c'est le genre d'histoire que vous souhaitez voir, ces aspects les moins édulcorés, abonnez-vous et rejoignez la communauté. Dites-nous en commentaire quelles autres batailles, selon vous, l'histoire a mal interprétées, quant au camp qui était réellement le plus menaçant.